Donc, bonjour à tous. On est sur un sujet, donc aujourd'hui, j'essaie de faire mes devoirs. Donc, bon, alors, à un moment donné, effectivement, j'ai, on va dire entre guillemets, infiltré un groupe d'extrême droite. Alors, donc c'est quand même, le sujet est fort intéressant, donc on va se faire la vidéo, Inch'Allah. Allez hop. 35 000 extrémistes de droite, dont près de 15 000 violents, sont ressentis. Groupuscules violents et extrême droite politique partagent un même combat. Lutter contre le grand remplacement supposé de la population blanche et un projet à l'échelle européenne, la remigration hors d'Europe des hommes, femmes et enfants d'origine étrangère. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est d'abord un rejet de la société multiethnique et multiculturelle. De immigratie-tsunami die we meemaken, die leidt tot omvolking. Nous sommes en 2024 et cette famille politique poursuit sa progression jusqu'à bouleverser les fondements mêmes d'une Europe aux démocraties fragilisées. Voilà, donc là quand même, je fais une petite pause parce que en introduction, effectivement, c'est ce qui était énoncé depuis pas mal d'années sur cette thématique-là, sachant que toujours pareil, la question du postulat disant que les noirs sont bien noirs et que les blancs seraient bien blancs et que forcément il y a des tricheries de jeux de rôle, de gens de couleur ou de couleur blanc, voilà. Donc voilà, donc tout ça aussi va falloir faire le tri. Et si donc effectivement on met en place un système, je le souhaite, axé et fondé sur la vérité, effectivement que des sujets qui orienteraient une vue de l'esprit ou l'opinion, une opinion en tout cas de masse, de manière à influer l'enrichissement de certains et pas d'autres. Voilà, parce qu'en réalité c'est toujours des histoires de gros sous au-delà d'une idéologie coloriste. Donc voilà, parce qu'en réalité tout le monde use de différentes stratégies pour se faire de l'argent et que en réalité il y en a qui vont utiliser donc la stratégie imaginons d'une forme d'ONG, voyez, il y en a qui vont utiliser la méthode politique, pouvoir public, imaginons et corruption. Il y en a qui vont utiliser le trafic d'influence sous forme d'organisation légale, dit de lobbying aussi, voilà. Et il y en a qui se positionnent aussi par rapport à une interprétation de la réalité ou par rapport à des choses qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ont envie aussi de s'investir dans un combat ou de faire sens à leur vie, de sortir aussi de certaines prisons, que ce soit mentales, familiales, parfois aussi de secteurs, territorial, de quartiers, voilà. Donc on s'inscrit dans un groupe qui font que ça nous sort de notre quotidien, ça nous fait voir autre chose, ça nous enrichit aussi potentiellement intellectuellement, ça nous crée du réseau, ça nous fait acquérir ou accéder à des positions ou à des postes dont on n'imaginait pas pouvoir accéder à un moment donné dans notre vie, et tout ça va nous permettre de nous donner confiance, de savoir qui on est, de savoir comment se positionner. Pour autant, les combats peuvent être fondés sur de l'illusion, puisque c'est lié sur un mensonge de base construit autour d'une société mal identifiée et surtout une société d'apparence qui se ment plus à elle-même qu'autre chose, et une société aussi de tabou, voilà. Donc forcément, quand on fonde une collectivité sur des apparences,
on a un espèce de mal de vivre et on a du mal à donner du sens à sa vie, et parfois on s'inscrit aussi dans des combats qui ne sont pas forcément les plus justes, mais enfin qui donnent un sens à nos vies un petit peu misérables. Et forcément, quand une réalité soi-disant normée, normale, définie comme telle en tout cas, est en réalité extrêmement difficile, dans une forme d'extrémité, d'injustice vraiment aiguë, hein, forcément que pour se défendre et trouver un petit peu de repos, on va aller dans une forme d'autre extrême, hein, et que si par exemple moi on m'a vu dans une forme d'extrémité, par exemple avec mon islam, en réalité je crois que chacun a fait un choix d'extrémité, quel qu'il soit, et peu importe le domaine qu'il a choisi. Parce qu'à un moment donné, même si on joue un jeu d'apparence entre guillemets normé quand on se regroupe, imaginons dans le travail ou dans les organismes où on travaille, en réalité une fois rentré à la maison, on peut aussi tout à fait retrouver un discours et se sentir bien avec des gens qui ont une mentalité complètement extrême et qui ne sont absolument pas présentables dans une société ou dans un mode de fonctionnement d'entreprise, hein, de travail, voilà. Donc la réalité, elle est telle que on est tous un petit peu hypocrites par rapport à la situation et qu'on va montrer ce qu'il faut montrer aux autres de manière à pas être emmerdé et à avoir quand même de quoi bouffer à la maison, mais qu'en réalité on joue le jeu d'une forme de dictature d'opinion, hein, et c'est ce qui est critiquable aussi et dont beaucoup de Français ont voulu se défendre, là où d'autres avaient aussi peut-être jeté l'éponge. Voilà. Donc ce que je disais aussi, le pouvoir blanc, c'est une... bah tiens, Christophe Cotteret, très cher Marie. Donc voilà. Donc à un moment donné, peut-être qu'aussi qu'il faut se dire que de ce que je comprends... Pardon, on va écouter la présentation. D'une nuit noire pour les démocraties libérales. Notre époque n'est pas contaminée par les droites extrêmes. Elle est submergée. Cette réalité, je vais la confronter à travers un voyage dans 3 pays, en Allemagne, en Belgique, en France. 3 pays où ces droites extrêmes s'approchent des portes du pouvoir. Mon voyage s'amorce en Allemagne, où 35 000 extrémistes de droite, dont près de 15 000 violents, sont recensés par le renseignement. Inquiétant record d'Europe. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur allemand, l'ancien procureur puis directeur du contre-terrorisme, Hans-Jörg Engelke, secrétaire d'État à l'Intérieur depuis 2015, dresse un portrait préoccupant de l'extrême droite et de son évolution. Le développement historique de l'extrémisme de droite en Allemagne après la guerre a été marqué par le fait que jusqu'aux années 60, d'anciens nazis, des néo-nazis, ont tenté de transposer les idées du fascisme, du national-socialisme, dans une ère nouvelle. En ce qui concerne les actes de violence, on peut dire qu'il y a eu un pic en 2015 et 2016, puis ensuite une stagnation de la violence d'extrême droite, mais à un niveau beaucoup trop élevé, environ 1100 cas par an. Il y a également une augmentation de la violence verbale sous forme de propagande, de provocation à la haine. Dans l'ensemble, nous observons une désinhibition du discours. Les limites de ce qui peut être dit sont repoussées. C'est une évolution très menaçante et au fond hostile à la démocratie. Alors juste, je précise quand même parce que en réalité, nous, en termes de colonialisme, on est allé donc dans des pays, on les a pris pour les faire venir parce que on n'avait pas envie de, on avait envie que les gens de notre couleur puissent
ne plus avoir à travailler dans les champs. Donc, au lieu de continuer à faire du servage avec des gens de notre propre pays ou de notre propre, imaginons, commune, on a fait venir des gens, surtout aux États-Unis, moins en France, on a fait venir des gens histoire de les faire bosser à notre place parce que être dans les champs, c'était quand même pas terrible et qu'il y avait quand même de grands territoires aux États-Unis à peupler, à combler, puis à moissonner et que effectivement il y avait tellement de travail qu'il a fallu aussi aller chercher, ça c'est une réalité, de main d'œuvre, parce qu'en réalité pas tout le monde n'avait tant que ça envie d'aller aux États-Unis au départ. C'était une terre vide, elle était vue avec l'image des sauvages indiens qui agressaient les blancs qui commençaient à s'installer, et qu'au départ c'est toujours pareil, quand les Anglais ils ont envoyé des Anglais sur le territoire australien qui était un territoire sauvage avec des aborigènes, à un moment donné ils ont envoyé des Anglais méchants et des Anglais entre guillemets punis de la loi anglaise, sauf que ils sont devenus australiens parce qu'ils sont allés dans le secteur d'un océan et d'une mer australe, mais c'était des Anglais ou des gens d'Europe se retrouvant en Angleterre qui allaient être envoyés entre guillemets au bagne dans une terre qui pouvaient être considérés comme arides et qui se sont retrouvés entre guillemets prisonniers et de fait ne pouvant jusqu'à récemment sortir du territoire. Voilà, les Australiens, s'ils pouvaient sortir du territoire, c'était extrêmement surveillé puisqu'ils ont été considérés, je crois encore il y a pas longtemps, comme une prison à ciel ouvert entre guillemets. On voit quand même très peu. On a quand même vu et croisé très peu d'Australiens, peut-être à moins sur des circuits particulièrement précis, mais pas comme ça. Donc toute la problématique aussi du statut de ce pays, j'espère qu'elle a été réglée depuis et qu'ils prennent réellement leur indépendance. Par contre, voilà, c'était le même problème aussi aux États-Unis où quand même c'était des gens aussi potentiellement du bagne qui étaient aussi envoyés aux États-Unis, il faut le dire, qu'ils soient irlandais ou écossais ou ou anglais et de fait la main-d'œuvre ne se trouvant pas si facilement sur le territoire pour faire de l'agriculture et donc enrichir et donc nourrir le pays, etc. Il a fallu faire venir de la main-d'œuvre et que les premiers, en réalité, personnes qui sont venues d'Afrique, c'est aussi des Noirs qui sont devenus cow-boys pour aller voir le terrain, pour aller voir le terrain, pour voir ce qu'il en est avant. Potentiellement aussi de faire venir d'autres. Alors en réalité, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il y a aussi, et alors ça c'est vraiment très compliqué, c'est que il y a effectivement ce commerce triangulaire dont on a tant entendu parler donc au lycée, qui a permis aussi de favoriser des échanges entre le Canada, et qui était le premier comptoir en fait, avec lequel l'Europe échangeait. En réalité, c'était là-bas qui avait les échanges commerciaux, puisque c'était de là-bas qu'il y avait le marché à la graisse de phoques, qu'il y avait les peaux de bêtes, parce qu'il y avait énormément de bêtes à chasser. Vous imaginez le territoire américain. Donc, il y avait de la fourrure, il y avait du cuir. Il y avait de la graisse et de quoi faire du cirage, etc. Enfin bon, tout un tas de choses. Il y avait aussi du bois, énormément, des bois différents. Donc après, c'est toujours pareil. On fait, vous savez, cette quête un peu de luxe, de vouloir montrer aux invités que on est quand même bien lotis, qu'on a accès à des richesses, qu'on a du réseau, qu'il y a des gens qui nous aiment en nous offrant tel ou tel truc, parce qu'on est reconnu, parce qu'on est de belles personnes, etc. Donc on montre un petit peu des matériaux
un peu riches, venus d'ailleurs. C'était voilà le côté de ce qu'on disait exotique, hein, du voyage, même si pour beaucoup le voyage était souvent désagréable et qu'il n'y a pas beaucoup qui s'y aventuraient en réalité. À l'époque, c'était surtout des gens qui aimaient l'aventure, hein. Les gens ne voyageaient pas comme on voyage aujourd'hui, c'est-à-dire de manière confortable. C'était pas du tout commun que de voyager et de prendre un bateau. Très rares étaient les personnes qui avaient le courage de partir en mer et de traverser l'Atlantique sur un bateau avec des voiles, hein, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque. Donc c'était une réelle aventure et que les personnes qui y allaient, elles s'étaient quand même armées d'un certain courage. Ça s'est quand même démocratisé quand il y a eu les premiers bateaux à moteur évidemment. Donc ça date quand même du XXe siècle, hein, voilà. Après, sur ce fameux commerce triangulaire, en réalité, donc il y avait le comptoir, notamment donc du Portugal, le comptoir canadien et il me semble en France c'était le comptoir. Il était où le comptoir? Tiens, il était irlandais, non? Il était pas irlandais? Je me souviens plus, le commerce triangulaire, c'est où qu'il arrivait? Non, ou alors il y avait le Portugal, le Canada, et en Afrique, c'était... Comment il s'appelle ce territoire en Afrique? Le Cap-Vert, non? C'était pas le Cap-Vert? Le truc? Bon, enfin bref. Donc... voilà, et de fait quand même, parce que bon, il y avait les gens qui étaient allés descendus en Afrique, qui avaient pas mal pris de peaux de bête, hein, depuis un certain temps. Donc on vide un peu les peaux de bête d'un pays, puis on va vers un autre pays, puis on va vider les peaux de bête de l'autre pays, vous voyez. C'est-à-dire, voilà. Il y a une mentalité quand même un petit peu compliquée. Et notamment quand on rencontre les peuplades africaines, au départ, il a fallu à chaque fois s'adapter aux différentes mentalités, comme nous, on a croisé différents gens au cours de l'histoire, hein, qui avaient différentes mentalités, et notamment une fois, ça nous est arrivé donc avec Christophe, tiens, on était donc parti au pôle Nord, on s'est retrouvé donc accueillis par un groupe inuit. Donc il y avait des igloos, etc. Donc nous on avait l'exercice c'était qu'on soit accueillis. On avait été accueillis, on avait été chaleureusement accueillis, on avait mangé autour d'un feu. Il se faisait des bisous avec le nez, c'était très mignon. Il nous avait montré comment monter notre igloo, donc pour faire notre chambre. Et donc on avait monté notre igloo avec Christophe. Et le soir, on s'est endormi, on s'est couché. Et le lendemain matin, et on était plusieurs hein, gens du groupe à avoir fait le voyage. Et le lendemain matin, on sort donc de notre igloo avec Christophe et puis on voit presque plus personne. Et on dit, mais ils sont passés où? Les gens avec qui on était venus, qui étaient là, ils avaient monté leurs igloos, on leur avait dit bonne nuit, et on se réveille, je crois qu'il restait plus que 2 igloos, quoi. Le nôtre et celui de Claudine avec je sais pas qui. Et du coup, on dit, mais putain, ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en réalité, on va voir le couple ou les couples inuits qui nous avaient accueillis. On a dit, mais ils sont où les gens de notre groupe? Et ils nous ont dit, on les a tués. Alors là, on est resté cons. On a dit, mais pourquoi vous les avez tués? On a dit, on a observé que ils s'étaient retrouvés le soir et qu'ils n'avaient pas fait de câlin, donc sexuel, et que nous, en tant qu'Inuits, on trouve pas ça normal que des gens en couple qui se retrouvent dans un cadre de voyage, de nouveautés, accueillis, un peu dépaysés, avec des gens accueillis avec chaleur, de monter l'igloo, etc. Ensemble ne fassent pas l'amour le soir quand ils se retrouvent dans un environnement comme ça. Et donc effectivement, nous avec Christophe, on avait fait l'amour le soir même, et Claudine et je sais plus qui avaient fait l'amour aussi. Et du coup,
je dis d'accord, donc j'ai trouvé ça hyper extrême. J'ai dit d'accord, donc ils me disent oui parce que en réalité c'est mauvais signe quand même quand un couple qui se disent s'aimer se retrouve dans un environnement un peu dépaysant qui leur sort du quotidien, qui ne fassent pas l'amour. Donc nous on se méfie beaucoup des couples comme ça. Et donc on les a tués et j'ai dit mais vous les avez mis où? Il me dit ben on a fait un trou dans la glace et on les a mis sous la glace. On a mis les corps sous la glace. On était là, on était au putain. On dit bon ben on a bien fait de niquer hier soir parce que sinon on était mal barrés quoi. Mais ça s'est joué à pas grand chose je pense. On était un peu hallucinés quoi. Voilà. Donc pour vous dire que quand les blancs arrivent vraiment dans les peuplades africaines, bon pourtant ça faisait longtemps qu'on voyageait, qu'on commerçait avec eux, tout le monde a découvert les différentes mentalités des groupes et que il y en a certains qui les ont énormément jugés, notamment les Belges. Il faut dire que c'est pas les pires les Allemands en termes de colonisation, mais les Belges sont extrêmement juges envers les personnes. On a toujours l'impression qu'on peut se foutre facilement de la gueule des Belges sous couvert qu'on a fait beaucoup de blagues sur les Belges, mais en réalité, ils se foutent beaucoup de la gueule des autres et ils sont extrêmement juges envers les autres, contrairement à ce qu'on peut penser. Et que les ethnies et les pays africains qui se sont fait dominer par des Belges, ils ont réellement pris cher. Voilà, ils ont réellement pris cher. Et que c'est les Belges, en dernière instance, qui ont mis en place ce système de triangulation vraiment éloigné, parce qu'en réalité, le sens du commerce triangulaire, c'était on part d'Afrique, on va... c'était quoi déjà ? On part d'Afrique, on traverse jusqu'au Canada, on revient jusqu'au Portugal, on redescend en Afrique, voilà, puisque c'était au Portugal que les affaires en gros se faisaient, évidemment. Et donc voilà, on faisait un truc comme ça. De fait, moi, ce que j'avais quand même souligné, j'ai dit bon, quand même, ça fait une traversée très très longue. J'ai dit, est-ce qu'il aurait pas mieux fait de quand même parcourir le territoire sur terre pour remonter jusqu'au Portugal et de partir du Portugal, de faire pas un commerce triangulaire, c'est-à-dire on fait un espèce de V, c'est-à-dire, donc je pars d'Afrique, du Cap-Vert, imaginons, je remonte jusqu'au Portugal, d'accord, ça fait de la terre et ça fait moins de bordel à naviguer, parce que de fait, il fallait quand même organiser des départs de navires du Cap-Vert, alors qu'au Portugal, il y avait quand même tout qui était géré en termes de navires, notamment à Porto, la ville pirate et portuaire par excellence du Portugal. Donc, on remontait au Portugal et après, hop, on partait au Canada, enfin en Amérique, voilà, à l'époque, il me semble, et on faisait, voilà. Et la distance de traversée était quand même moins longue, parce que moi j'étais là, je disais mais putain, tu pars d'Afrique, ça dure très très longtemps, et en plus dans les soutes du bateau, t'as quand même des esclaves au passage qui font pas tous rame, donc qui sont bloqués, qui doivent attendre très longtemps comme des chiens, voilà. Donc en réalité, tout était pour rendre le truc le plus désagréable possible, vous voyez. Voilà. Et donc après, une fois que t'es confronté à la mentalité que t'as ramenée et que tu considères qu'elle est pas bonne, et qu'après tu considères que bon, finalement on les a fait venir parce qu'on en avait besoin, parce qu'il fallait de la main d'œuvre, mais que bon, maintenant que tout le monde est un peu riche, ça va, ils peuvent quand même retourner chez eux les mecs, tu vois. Bon. Je sais pas, moi ce que je dis, c'est que l'immigration, c'est un juste retour du déséquilibre qui a été créé. Juste, je dis ça, voilà. C'est un juste retour du déséquilibre qui a été créé, qu'à un moment donné, c'est une petite leçon de dire, oh, vous êtes venus pas nombreux à faire chier beaucoup de monde, et nous on va venir très nombreux faire chier moins de monde, voilà, c'est un peu ça. Bon, moi, je le prendrais comme ça, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais bon, il y a un juste retour de bâton aussi à un moment donné, qu'on peut pas avoir tout et tout, voilà. C'est d'abord une affaire de discours racial.
Afin de pénétrer les entrailles de cette xénophobie, je me rends en banlieue de Cologne faire la connaissance d'Axel Reitz, aujourd'hui repenti, surnommé dans les années 2000 le Hitler de Cologne, et qui fut pendant une décennie une des principales figures du néonazisme en Allemagne. Un extrémiste ne devient pas extrémiste à cause d'un pamphlet ou d'un discours politique génial, mais parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Il peut s'agir d'une envie de pouvoir sur les autres, un besoin d'appartenance ou tout simplement se sentir utile. À Cologne, c'est moi qui ai organisé la première manifestation nationaliste depuis 1945. Cette lutte contre mon sentiment d'injustice m'a conduit à occuper une position importante au sein de cette sphère. À l'époque où j'étais néo-nazi, j'étais moi-même partisan de la violence. J'invoquais le recours à la violence extrême. Je disais, l'ennemi doit être combattu, l'ennemi doit être éliminé, le système doit être détruit, et ainsi de suite. Et cela a un impact sur vous, en tant qu'individu. Cela vous désensibilise, cela vous rend plus dur. Lorsque l'on défend notre vérité, et que les gens refusent de l'entendre, ou s'y opposent, on en arrive à un point où l'on se dit, si elles ne comprennent pas, nous les forcerons à comprendre. C'est là que le recours à la force commence. La violence devient un moyen nécessaire pour imposer son opinion, sa vérité, sa conception de la justice. Je vous ai ramené beaucoup de photos provenant de ma période sombre. Cette manifestation était dans un quartier de Cologne qui est très multiculturel. La mairie se vantait d'accueillir 180 nationalités. Et nous disions que cela faisait 179 de trop. On criait « l'Allemagne aux Allemands », les étrangers dehors. C'était ce genre de manifestation. C'est toujours illégal en Allemagne. L'antisémitisme faisait partie de la théorie du complot. Le juif était l'ennemi ultime. Cela n'était pas un problème si tu détestais les démocrates, les capitalistes, les communistes, ou si tu dis que tu n'aimes pas l'Église, ou que tu n'aimes pas le multiculturalisme. Derrière tout ça, selon moi, il y avait les juifs. Les juifs représentaient le pouvoir ultime, le mal absolu. S'il se mettait à pleuvoir, c'était de la faute des juifs. C'était mon état d'esprit à l'époque. L'Holocauste avait existé, et je le savais. Et je me suis demandé comment j'ai pu penser comme ça. À l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait eu des discussions là-dessus. Que Hitler avait dit « on va exterminer les Juifs ». Cela, je le savais. Antisémitisme, suprémacisme racial. Jusqu'où remonter pour trouver l'origine d'un white power? En Allemagne, en 1879, lorsque l'allemand Wilhelm Marr invente le mot antisémitisme, s'inspirant du concept d'une race aryenne qui a vocation à diriger le monde. Aux États-Unis, où le mariage interracial est anticonstitutionnel jusqu'en 1967 et qui a vu naître le premier mouvement fasciste de l'histoire, le Ku Klux Klan et ses millions d'adhérents. En 1916, alors que l'auteur du déclin de la grande race, Madison Grant, affirme qu'une seule goutte de sang noir suffit à ce qu'un individu soit noir. Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme pendu 30 ans plus tard à Nuremberg, voit dans le suprémacisme américain une première étape positive pour le nazisme. 20 ans plus tard, dans les années 60, le néo-nazi américain George Rockwell influence les mouvements suprémacistes aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, prenant le white power face aux luttes pour l'égalité incarnées par Martin Luther King et Malcolm X.
Comme écrit un des meilleurs historiens de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, les Américains n'ont pas seulement donné un élan, mais aussi un style au néonazisme. Le slogan White Power, aujourd'hui connu dans le monde entier, il a une origine très précise. Ça vient d'un groupe de néo-nazis américains qui évidemment veut répondre au Black Power, au thème de la fierté noire, en disant qu'il y a aussi une fierté blanche. On est sur l'idée qu'il y a une unité du monde blanc et qu'il y a une fierté ethnique, raciale et culturelle de la blanchité. Et c'est ça qu'il faut préserver. Bon, en réalité, bon, quand même, ce que j'ai... à condition que le journaliste ne soit pas... Moi, ce que j'ai pu observer de mon côté par rapport à ça, c'est que en réalité, il y avait un défi culturel, notamment dans les années 80, qui a échoué, hein, faut le dire. Que au départ, il y avait quand même des Noirs, des Arabes, des Chinois qui étaient quand même dans les nouvelles générations plus solidaires les uns des autres et qu'ils avaient envie, notamment aussi au travers du mouvement du rap, hein, parce qu'il y avait le mouvement punk et puis il y avait le mouvement du rap qui commençait aussi à bien se dessiner, et que il y avait une forme, que ce soit dans l'un ou dans les deux mouvements, hein, une forme de cri, hein, à la société, et de colère et de rébellion face à une forme de tabou, hein, qui se tramait par dessous, caché dans les milieux de travail, hein, parce qu'en réalité le punk il est né aussi dans des quartiers pauvres d'ouvriers, et que le rap il est né dans des quartiers pauvres d'immigrés, donc ça il faut quand même le dire, et que beaucoup pouvaient en cachette se retrouver aussi et avoir des discussions, hein, pour voir ce qui pouvait être fait, et que ça a commencé à merder pour les populations de couleur immigrées, quand la politique de gauche a voulu se saisir de la question pour en faire un combat, alors qu'en réalité, peut-être que si on avait laissé le peuple régler cette question de manière naturelle et sans vouloir faire de la récupération et s'en emparer, comme au travers du mouvement touche pas à mon pote, qui était quand même un symbole, je trouvais, moi, quand j'ai vu des documentaires là-dessus, de, voyez, de la marque de la main sur une épaule d'un noir. Je trouvais que ça faisait quand même étoile jaune qu'on mettait sur le bras ou sur la poitrine d'un juif, voyez. Donc, tout ce côté-là, un petit peu vicieux, hein, du jeu gauchiste, en fait, sous couvert de on s'occupe de vous, vous n'êtes pas seul, les hommes politiques sont soucieux de votre question. Et bien en fait, en réalité, les gens qui étaient immigrés ont fait confiance, hein, à la parole un petit peu donnée de ces représentants de ces organisations-là, notamment des associations, et aussi des... comment on appelle ça, bon bref, hein, tout ce qui est CGT, tout ça, les syndicats, qui à un moment donné se sont aussi un peu mixés au mouvement en faisant valoir leur position comme défenseurs des droits des malheureux et des plus faibles, alors qu'en réalité aussi toujours caché, il faut on se fait, il y a un discours qui nous attrape, auquel on est sensible, on se dit tiens on va rentrer dans un truc, on va se faire du réseau, on va plus être entendu, et en fait finalement notre discours se noie dans la masse, et que celui qui soi-disant est aux commandes et doit représenter notre parole et la prendre et avoir beaucoup plus de poids dans ce qu'il nous avait promis, en réalité on le voit pas, il ne se saisit pas de certaines situations ou contextes pour positionner le syndicat à tel ou tel moment, alors que par exemple on va dire que
les affiliés du syndicat le poussent à aller et que finalement il va prendre parti de dire ah ben non, je vais pas le faire, c'est pas le moment, on remet à plus tard, le combat est ailleurs, nanana. Donc finalement, on pisse un peu dans le vent quand on remet à d'autres notre capacité à nous défendre. Et elle est là la réalité, c'est que en réalité une fois qu'on rentre dans certains organismes, pour en sortir c'est compliqué, et que de fait qu'on ait pris une étiquette, il y a ce fameux discours qui va nous expliquer que oui mais t'en as fait partie. Oui, mais t'es rentré dedans. Oui, mais quand même, t'as adhéré à ses idées. Et donc, du coup, on se retrouve enfermé, voyez. C'est comme ces acteurs qui font de la publicité ou qui vont se retrouver dans des sitcoms ou dans des séries à qui on disait « Ah oui, non, mais toi, tu peux pas faire du grand cinéma parce que t'as fait une série télévisée ou qu'on t'a vu dans telle pub. » C'est le même principe dans les partis politiques en réalité. C'est comme... Par exemple, tiens, on va parler de Soral, à qui on a fait de je sais pas quoi en disant oui, non, mais t'as été communiste au départ, et puis après, quand ça va vers l'extrême droite, ah, mais t'as été vers l'extrême droite. Enfin bon, c'est juste qu'à un moment donné, la société aussi, moi je suis désolée, que ce soit notamment le parti de gauche qui s'est organisé et déclaré comme étant la voix du milieu à gauche, ou la droite étant la voie du milieu à droite, j'ai envie de dire, la gauche, elle était vraiment pas au milieu du tout. Elle était dans une forme d'extrême, vraiment manipulatoire des opinions, en disant la droite c'est les méchants, ils s'occupent que de la richesse, nous on est des cools et on s'occupe pas de la richesse, alors qu'en réalité, il a été quand même vu et revu que beaucoup de gens de gauche, en réalité, ont bénéficié de logements normalement dédiés aux gens dans le besoin ou de classe basse moyenne, et qu'en réalité, malgré leur statut politique, l'accumulation de titres de mandat et de leur position sociale et enfin de leur salaire, ils prenaient quand même des HLM. Voyez ? Donc par exemple, tout ça font qu'à un moment donné, ils se sont décrédibilisés, et moi je comprends par ailleurs tout à fait que cette partie-là de politique, de nos politiques, soit descendue en flèche, et que les gens n'aient plus réellement leur confiance, et que finalement on se noie dans des débats, effectivement, faut le dire, d'ego, parce qu'en réalité il y a très peu d'humilité et qu'il y a beaucoup d'arrogance aussi de leur côté. Je suis désolée, je suis pas forcément de droite, mais je dis moi ce que j'ai observé au cours du temps, voilà. Sachant qu'aussi Mitterrand, il a quand même bien collaboré sous le régime de Vichy, faut quand même le signaler. Et que après il s'est redoré la réputation et le blason sous couvert que il a fait annuler la loi de la peine de mort en France. D'accord ? Voilà. Alors déjà qu'on pouvait tuer de mauvaises personnes, notamment les homosexuels, vous voyez que c'était hors sujet. Ces interviews de Malcolm X, et qui réalise l'interview la plus étrange de sa carrière. Rockwell pose un revolver sur la table. Ici vous serez en sécurité. Mais vous êtes un journaliste noir, ça n'a rien de personnel, mais comprenez que je ne me mélange pas à votre race, celle que l'on appelle nègre. Allez, lui rétorque, ce n'est pas la première fois que l'on m'appelle nègre, mais c'est la première fois que je suis payé pour. Alors, là, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, ce qui est soulevé, c'est que peut-être Malcolm X était un blanc dans la peau d'un noir, parce qu'il était quand même beaucoup plus dans le discours. Malcolm X, il me semble qu'il faisait quand même partie notamment du mouvement Black Panthers, si je me trompe pas, et qu'en réalité il avait un discours beaucoup plus agressif que Martin Luther King, qui était quand même un pasteur et qui était dans la voie de la paix, voyez, et que bizarrement on a tué Martin Luther King qui était quand même dans un combat de paix, et pas Malcolm X qui était dans un combat plutôt de guérilla, voyez. Donc deux poids deux mesures aussi dans le fait que les gens veulent soutenir réellement ceux qui œuvrent et qui se battent pour la paix, et en font en réalité plus des symboles de martyrs, mais que le symbole de martyr en donne certes un exemple, un idéal à atteindre, mais que quand on y travaille à cet idéal, on se rend compte que en réalité c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas, un idéal de société où la paix règne, voyez. Juste que vous soyez heureux en Afrique, d'où vous venez.
génération plus Alors voilà, on dit, on veut juste que vous soyez heureux en Afrique d'où vous venez, mais on vous donnera pas les moyens d'être heureux en Afrique d'où vous venez, parce qu'on le pille et qu'on prend ce qu'on veut chez vous. Il y a aussi ce discours-là qui va pas, hein, on est d'accord? Dans la vision du monde global des extrêmes droites, dans tous les courants des extrêmes droites, même les plus modérés, même les plus légalistes, ce à quoi on assiste depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est la montée forte des préoccupations ethniques. Ça fait partie des transformations fondamentales de toutes les extrêmes droites. Je me dirige ensuite vers Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, sur la mer Baltique, rencontrer Philipp Schleffer, ancienne figure de la scène skinhead, aujourd'hui repentie. C'était en 1992 ou en 1993. Le mouvement White Power arrivait des États-Unis. En Allemagne de l'Est, l'extrême droite a commencé à prendre de l'importance, par exemple avec les skinheads. C'était une façon simpliste de voir le monde. Tous les blancs sont bons et tous les non-blancs sont mauvais. Parce que malheureusement aussi, il y a quand même eu ce mouvement de racaille, hein, qui a dû être porté aussi donc par Adèle, et malgré lui, hein, puisque c'était la seule voix qu'on lui laissait, et parce que bon, il a quand même fait des choses au cours du temps, quand même, Adèle, qui était beaucoup plus noble, hein, il a œuvré quand même pas mal en Asie aussi, et dans les pays arabes, et que bon, il connaît le principe de la paix. Et puis il y a tellement de femmes, hein, qui l'ont suivi, de ces Bene Gesserit, qui le connaissaient, etc. Donc se retrouver dans le jeu de racaille, ça a été aussi compliqué, et que voilà, donc on joue une forme de théâtralisation par rapport au non-choix imposé selon sa catégorie, vous voyez. Faut le dire, ça aussi, hein. Dans leur chemise Fred Perry, leur crâne rasé, ils marchaient à 10 dans la rue et ils pouvaient en provoquer 50 autres. Et là, je me suis dit, ces mecs, on ne leur impose rien. J'ai créé un groupe, Voilà, donc là, effectivement, moi je suis sur la photo, je suis là. Voilà. Je suis là parce que il fallait que j'aille comprendre leur mentalité, voir leur vision de la vie, voir comment ils percevaient les choses, quels étaient leurs discours, quelles étaient la faille dans leur raisonnement et leur discours. Et surtout la manière dont ils s'influençaient les uns les autres, influençaient les autres et attiraient des nouveaux dans leur groupe. Merde. Des gens 20, Kameradschaft Werewolves. Je me suis réveillé avec la haine chaque matin pendant 15 ou 20 ans. Quand tu avales ton premier café le matin, tu penses sur qui reporter ta haine. Et tu te demandes pourquoi le gouvernement et les politiciens te déçoivent. Quand tu commences ta journée comme ça, agressif, tu as juste besoin d'une étincelle. Et ça déclenche ta violence. Tout le monde savait qu'ils peuvent être victimes de nous. Parce qu'en réalité aussi, pourquoi ils travaillent autour de la violence? Parce que ça, on le questionne pas assez, excusez-moi. C'est juste qu'en réalité, même au travers de ces associations dites cool, où tu vois la petite mamie, tu vois la petite dame, la petite femme seule qui élève les enfants, l'autre qui fait son petit métier de femme de ménage, enfin tu vois que des petites gens comme ça qui sont organisés soi-disant. En réalité, s'ils apprennent qu'il y a quelque chose que t'as pas fait dans le sens de leur association ou que t'as dit quelque chose qui allait à l'encontre de leurs intérêts, ils pouvaient payer et te faire casser la gueule par quelqu'un que tu savais pas d'où ça te tombait en fait. Parce qu'en réalité, la petite mémé, elle est hyper organisée et que c'est une chef de milice, tu vois, et ça tu l'apprends pas. En fait, quand tu vas dans l'association, que t'as l'impression que ça aide les gens alors que ça vend 3 objets de merde en réalité. Tu vois? Donc, voilà, hein aussi, la réalité. Donc on apprend à se battre et qu'on devient extrême. Je n'ai jamais rencontré un extrémiste qui n'était pas paranoïaque. Eh ouais.
Parce qu'il s'est fait casser la gueule, sûrement. Et j'ai été le chef de cette bande pendant plusieurs années. Je m'étais toujours dit que j'étais comme un directeur de crèche. La plupart d'entre eux ne sont pas autonomes. Ils n'ont pas de travail. Ils sont désocialisés. Certains ne sont pas capables de lasser leurs propres chaussures. Non, c'est de la connerie, ça. Donc, il y avait de la violence avec nos ennemis. Il y avait de la violence entre nous. Ça, c'est le discours apparemment qui est demandé, on va dire, la demande officielle, c'est de faire passer des gens pour des mongolitos de service qui savent pas lasser leurs chaussures. Donc, excusez-moi, hein, chacun va assumer ses positions. Donc, non, c'est pas des mongolitos, ils réfléchissent, ils sont intelligents, ils ont juste fait un putain de bilan sociétal qui font, on se fait niquer la gueule et on en a marre de pas pouvoir dire la vérité, messieurs, mesdames, Arte. Le discours officiel de faire passer, soi-disant, la société est plus complexe que ça, mais quand ça arrange certains, la complexité, elle n'est pas que dans un sens. Elle n'est pas manichéenne, la complexité. Elle est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez pas l'apanage de la complexité, Arte. Merde. Je n'avais plus à dormir. Mon cerveau était en train d'exploser. À l'extrême droite, on nous dit pas que nous sommes les bons. Ils nous disent pas « vous êtes les mauvais ». Rejoignez-nous et ta vie va devenir merdique. Ils nous répètent que nous sommes les bons. Nous n'étions pas les bons, nous étions les mauvais. Bah c'est compliqué, hein. Moi j'ai dit non, vous n'êtes pas forcément les mauvais. Quand j'y étais, j'ai dit non, c'est pas vous forcément les nouveaux mauvais par rapport à ce que j'ai eu comme différents témoignages et moi qui ai investi quand même les associations, notamment j'ai fait un stage de 3 mois au Secours populaire français. J'ai rencontré quelques personnes et puis même à Marseille, je peux vous dire que en tant que visite de différents types d'associations, j'en ai fait pas mal. Donc et j'ai été adhérente pour X soirées, X machin, ça va, je connais les mentalités, je connais les accueils, c'est toujours les mêmes, il y a pas de multiculturalisme d'opinion. Voilà. Il y a pas de multiculturalisme d'opinion parce qu'en réalité, une culture, c'est un mode de pensée et pas une couleur de peau, la con de vos races. Quand on échangeait la culture, nous à l'époque, c'était l'architecture, c'était des modes de fabrication d'outils, voyez? La manière de jardiner, c'était pas putain, t'as une gueule orange, t'as une gueule marron, on est culturé. Non! Vous imaginez à quel point vous avez abaissé le niveau d'intelligence? Honte à vous! C'est dans les années 90 et 2000 confinés au sein des groupuscules radicaux. Mais les années 2010 se trouvent percutées par l'atrocité de la guerre civile syrienne et la crise migratoire qui s'ensuit. En 2015, la chancelière Angela Merkel accueille 1 million de ses réfugiés sur le sol allemand. Et le problème, il est là. Attendez avant d'écouter Madame Merkel ou de la lire, hein. C'est juste que on ne veut pas faire selon les méthodes d'autrui chez nous, voyez, et que des gens qui ont un mode de culture ici, alors qu'ils viennent d'ailleurs, on se dit on n'en veut pas, mais par contre on leur a dit venez travailler avec nous, voyez. Voilà. Sauf que ils imposent pas leur méthode d'être au travail, généralement, hein? Ils imposent chez eux ou dans leur quartier, etc. Bon. Et vous voulez pas que ça se voit même dehors? Jusqu'à faire chier les syndics jusqu'à la moelle pour expliquer à faire chier les voisins parce qu'il y a un truc qui pend pas correct sur le balcon. Oh! On a que ça à foutre! Le petit dérangement, voyez, mais moi les villes où c'est tout fait au poil de cul, tu vois, tellement c'est bien aligné, ça me gonfle.
aussi. Donc ce que vous faites si vous n'êtes pas content, vous les renvoyez tous chez eux, les colorés là de service. Par contre, il n'y a plus personne qui met un pied chez eux. Voilà ce que je propose pour régler l'immigration. Il n'y a plus personne qui met un pied là-bas. Et plus personne se mêle des affaires de personne. Parce que tu peux pas aller te mêler des affaires là-bas et dire « Oh, vous venez pas !» Parce que ça leur plaît pas. Et putain, vous avez déjà un pays, vous voulez le nôtre? Mais laissez-nous-le, non? Ah, vous voulez pas laisser notre pays? Bien, on vient chez vous. C'est aussi simple que ça, le problème de l'immigration, bande de putes. Ein Mensch verhandelt zu werden. Die bleiben dürfen. Und es dürfen die bleiben, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention gekommen sind. Die haben wir alle unterschrieben. Flüchtlinge vor Krieg, vor Terror. Die müssen wir integrieren, wenn sie länger bleiben. Denen müssen wir helfen, eine neue Heimat zu finden. Alors on va la relire parce que je l'ai pas lu. Ouais, voilà. En 2015, la chancelière Angela Merkel accueille 1 million de ses réfugiés sur le sol allemand. Toute personne qui entre en Europe a le droit d'être traité comme un être humain. D'accord. Et celui qui reste en dehors de l'Europe, la con de ta race! Ceux qui ont le droit de rester sont ceux qui sont venus en vertu de la Convention de Genève, que nous avons tous signé, que ce soit des réfugiés de la guerre ou du terrorisme. Nous devons les aider à trouver une nouvelle patrie. Donc, excusez-moi, je suis pas à jour sur la Convention de Genève. Ça pose un problème? Je suis sûre que les accords sont commerciaux. J'en suis sûre. Et les discours xénophobes se légitiment à plus grande échelle aux yeux d'une partie de l'opinion. C'est d'abord dans les landeurs de... Eh ben parce que la Suisse, il peut pas s'occuper des problèmes politiques liés à sa neutralité. Nous une parole xénophobe débarrassée, en surface du moins, de son obsession antisémite. Cette nuit-là, Björn Höcke... Eh ben pourquoi? Parce que l'Allemagne, elle doit redorer son putain de blason, parce qu'il y a toujours son histoire de nazisme, et que on doit plus la taxer d'antisémitisme, parce que c'est là où elle a fait plus de dégâts selon le discours officiel avec ses 6 millions de juifs morts, hein. Par contre les Slaves, les 21, les 26 millions là, ça pose pas problème, on n'en parle pas dans le discours officiel, parce que, si on est raciste, c'est que des gens colorés, hein. C'est pas des gens de la même gueule que nous. Ça, on le dit pas. Qu'il y a des racistes entre blancs. Non. Voilà. Donc on dit, on va axer le discours antisémitisme, comme ça on est sûr que l'Allemagne, elle est plus nazie, tu vois. La con de vos races. Pas la chancelière Angela Merkel. Face à lui, de l'autre côté du cordon policier, le front intense ne décourage pas la jeunesse antifasciste de Dresde, venue protester. Björn Höcke incarne la ligne la plus radicale du parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland, ou AfD, une ligne appelée Der Flügel, ou l'aile en français. Sous l'influence de Björn Höcke et de sa ligne Der Flügel, l'extrême droite allemande fait une percée historique depuis 2023, en se hissant au 2e rang des intentions de vote et en martelant son projet remigration. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand même, il y a des gens, hein, c'est pas parce qu'ils sont devenus plus cons, hein, parce qu'ils ont tous adhéré à l'idée que plus jamais, après la 2e guerre mondiale, plus jamais on en a plein le cul, hein, comme tout le monde. On a fait venir des gens, on les a malmenés, maltraités, on leur donne pas d'issue dans nos pays pour s'en sortir parce qu'elle était là aussi la réalité. Donc on leur donne pas d'issue chez nous, on leur donne pas toujours l'issue chez eux. Eh oh, va falloir décider. Donc on va leur donner une issue chez eux et on va fermer sa gueule.
Cette confusion des chiffres n'est pas un hasard. La remise... On peut pas être contradictoire plus que ça, là. La déportation massive des étrangers extra-européens est aujourd'hui défendue par Björn Höcke comme par la totalité des extrêmes droites européennes, des groupuscules violents jusqu'aux partis politiques. Mais vous croyez quoi? Parce que en plus d'un an de passage, en 18 mois? En 18 mois de passage, vous m'avez fait plus radical que je l'ai jamais été, en fait. Enfin, dans cette incarnation. Parce que vous m'avez fait de toute façon, à un moment donné, devenir radical presque à chaque fois, hein, au final. Hein. Enfin, presque. Parce que franchement... Sur le plan du contenu, en tant que Flügel, nous avons influencé de manière significative le parti. Bah, vous choisissez jamais la voie du milieu, c'est vous qui avez un problème, hein. Ma foi. Vous choisissez jamais le compromis du milieu, hein. Vous êtes bien entraîné à choisir des compromis extrêmes, de manière à montrer que vous vous laissiez pas faire, voyez. Eh ben moi je choisis la voie du milieu et je me laisse pas faire non plus. Le monde est en danger imminent. Nous avons engendré une grande culture, nous, Européens. Ah! L'argument européen de nous avons engendré une grande culture, donc les autres, ils n'ont pas le même mérite que nous d'avoir pas engendré une grande culture. Première chose, la culture arabe est une très grande culture. La culture perse est une très grande culture. La culture indienne est une très grande culture. Et que, quoi qu'il arrive, la culture amérindienne, peut-être qu'elle a pas mis les moyens à faire des bâtiments, hein, qui durent des plombes et dont on ne sait même plus quoi faire pour se débarrasser, qui gênaient pas la nature, voyez, avec leur tipi. C'est aussi une grande civilisation. Désolée de vous le dire! Et que les grandes civilisations sont encore celles qui ne font pas du mal aux autres, qui ont le respect de la planète, de ses créatures et des autres habitants. C'est ce qui fait une grande civilisation réelle. Voilà. Parce que, en dernière instance, c'est pas derrière vos livres de littérature, hein, où vous êtes dorés le blason tous dans les salons à boire le thé et à sucer le cul de ces dames qui sentaient même pas bon, que vous avez pu réellement rendre la grandeur à notre nation. Ce qui a rendu la grandeur à notre nation, c'est le peuple qui s'est battu au nom de ses droits, comme lors de la Révolution française. Excusez-moi. Et elle est toujours citée en exemple, c'est la Révolution française. Et encore une fois, c'est pas les espèces de courtisans de la cour qui l'ont faite, celle-là. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas plus grande civilisation qui se bat pour des droits, qui défendent l'honneur et la liberté pour tous. Que cette grande culture ne devrait pas disparaître, mais doit avoir un avenir. Donc moi j'aurais bien aimé voir plus d'esclaves blancs finalement. Comme ça leur aurait fait les pieds à ces cons-là. Ils étaient pas assez esclavagisés par le motherfucker où on est obligé de fister maman pour qu'elle nous foute un peu la paix, voyez? Parce que ça en Afrique, ça se faisait pas, hein, au passage. Voilà. Que la Hongrie avait bloqué 270 000 immigrants illégaux dans le pays cette année. Cela a été possible grâce à l'utilisation de troupes frontalières et à la construction d'installations de sécurité, de clôture. C'est possible de construire des installations de sécurité autour de l'Allemagne. Cela coûte certes quelques milliards, mais l'immigration des 10 dernières années nous a coûté au total, si nous calculons les effets secondaires, des milliards. Et nous coûtera encore des milliards. Un argent bien investi, donc. Des clôtures de barbelés et des déportations comme projet d'avenir pour l'Allemagne, donc. Le Verfassungsschutz, le renseignement intérieur allemand, pointe le danger que cette vision raciale de l'Allemagne portée par Der Flügel fait peser sur la Constitution. Pour mieux comprendre les objectifs de Der Flügel, je rencontre la journaliste Anne-Catherine Müller, spécialiste du microcosme de l'extrême droite allemande pour l'hebdomadaire de référence Der Spiegel. Le Flügel est un groupe interne au parti qui est officiellement dissous, mais qui existe toujours, car ses membres sont toujours dans le parti. Donc,
Tout ce qu'il représente sur le plan du contenu est toujours là et très puissant au sein du parti. On le constate lors des congrès du parti. Des gens portent cette idéologie. Ces réseaux fonctionnent toujours et ont un rôle très important et finalement possèdent la majorité. C'est pourquoi on peut dire que Björn Höcke est le véritable dirigeant du parti, car sans lui, cela ne fonctionnerait pas. Je pense que l'un des plus grands manquements de la société allemande est de n'avoir pas compris que les néo-nazis n'ont pas besoin de porter des crânes rasés, des bottes de combat et des blousons bombardiers, mais que l'idéologie d'extrême droite peut également être présente chez des individus en beaux vêtements et costumes élégants. Et que cela a effectivement changé, que les personnes d'extrême droite sont en fait plus astucieuses et n'apparaissent pas dans ces vêtements et présentent plutôt un visage bourgeois. Et c'est en partie le succès de l'AfD. Alors sincèrement, moi, le visage bourgeois ne m'a jamais rassuré. Je tiens à vous le dire. Voilà, ça m'a jamais rassuré un bourgeois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça se sent un mec qui a fait de l'aventure ou qui en a pas fait. Et ça se sent comment les gens ils ont vécu les aventures ou pas, voyez. Voilà, il y a ceux qui ont récupéré, qui ont compté, qui se sont enrichis, puis il y a ceux qui ont fait le boulot, vous voyez, c'est pas pareil. Le projet de Götz Kubitschek et de cette nouvelle droite est d'empêcher tout mélange culturel et ethnique de l'Europe. Le nom de ce concept, l'ethnodifférentialisme. C'est notre série. Nous l'avons commencée il y a 16 ou 17 ans. Elle compte aujourd'hui 89 volumes. Voici un auteur français, Jean Raspail, Le camp des saints. Parmi ses plus vendus, 2 ouvrages français de référence pour les droites extrêmes. Le camp des saints de Jean Raspail, roman dystopique imaginant l'extermination des populations européennes par un débarquement de migrants venus d'Asie, ou encore Le grand emplacement de Renaud Camus, que Kubitschek a introduit en Allemagne. Il y a une interview avec lui dans le livre. C'est très important pour nous. C'est un terme qui s'est aussi imposé en Allemagne. Bien sûr, l'année 2015 a été une année décisive pour la montée des partis de droite en Europe, en particulier pour le parti de droite en Allemagne, l'AfD. Ça a été un tel choc cette année-là. Cette impuissance à regarder l'immigration de masse, prétendument des familles de réfugiés, toutes bien éduquées, qui nous enrichissent. Mais tout le monde a vu que c'était le contraire. Qu'il s'agit surtout de jeunes hommes qui s'incrustent ici pour transformer ce pays. Il est tout à fait clair que l'Allemagne est l'Allemagne parce que les Allemands y vivent et ont construit la culture. Et cette particularité est détruite dans tous les domaines par l'immigration de masse. Alors ce qu'il faut savoir aussi... La distance culturelle, mais aussi ethnique et religieuse est grande, plus cela devient difficile. Voilà, donc déjà, il faut quand même le dire qu'on a quand même des gens qui viennent d'autres planètes, hein, aussi dans l'immigration, et qu'il y a peut-être aussi des personnes qui viennent d'autres planètes et qui se font passer pour des Africains et qui font de l'immigration. Vous voyez? Il y a aussi cette possibilité-là. Hein, puisqu'il faut en parler de cette histoire, puisqu'il y a un tabou toujours et un déni interplanétaire sur la réalité que quand même on a des gens qui viennent d'autres planètes, qui viennent d'ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, on va satisfaire un peu les ufologues à ce niveau-là, en disant la vérité aussi, et juste de dire putain, il y a des mecs qui se font passer pour des Africains peut-être, ou des je sais pas quoi, et qu'ils essaient d'infiltrer partout notre système, et que ça sert aussi peut-être la cause de certains infiltrés qui étaient là depuis longtemps, et qui ont un projet aussi depuis des millénaires, vous voyez, comme d'envahir notre planète. Donc là, je suis pas complètement à jour, il faut que je voie mon mari, mais à part ça, ça va. Pour réaliser ce projet en Europe, la remigration s'impose alors comme leur objectif. Herzlich willkommen zur 36. Folge von Am Rande der Gesellschaft. Heute mit unserem Gast Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen, Götz Kubitschek und
Dans cette vidéo postée sur le site de Götz Kubitschek, à l'esthétique d'avant-guerre rappelant les années les plus sombres de l'histoire allemande, Höcke et Kubitschek débattent du projet de remigration en évoquant une figure proche de Der Flügel, l'Autrichien Martin Sellner. Ja, na klar. Schlusspunkt oder der Schlusspunkt war dann das neue Buch von Martin Sellner, Regime Change von rechts, fand ich auch sehr gut. Also ist ja praktisch ein Handbuch für die Volksopposition. L'influenceur autrichien Martin Sellner, publié par Götz Kubitschek, qu'il invite notamment à Vienne fin 2023, diffuse son concept de remigration dans ses livres et à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans des conférences confidentielles. En janvier 2024, le média allemand Correctiv révèle une réunion secrète à Potsdam, réunissant des membres de l'AfD, du parti de droite conservatrice CDU et de Martin Sellner. Sellner y prend la parole pour convaincre son auditoire d'une déportation des citoyens allemands d'origine étrangère. Rappel pour certains de la conférence de Wannsee en 1942, dans laquelle Hitler entérina la solution finale. Choqué de redécouvrir que l'AfD porte un projet de séparation ethnique et de déportation, l'opinion allemande laisse éclater sa colère dans des manifestations d'ampleur inédites depuis la chute du mur. Ce qui est intéressant après les révélations de Potsdam, c'est le débat au sein de l'AfD. Concrètement, c'est quoi la remigration? Mais Björn Höcke et les dirigeants des Länder de l'Est ont publié une déclaration précisant qui serait concerné. Cela inclut des citoyens allemands qui ne seraient pas assimilés. C'est de cela dont il s'agit en permanence. Pousser les gens qui, selon l'AfD, ne sont pas assez intégrés à quitter le territoire sous la contrainte. Donc voilà, alors là, c'est toujours intéressant de voir qui ne sont pas assez intégrés. Donc voilà. Hein, c'est-à-dire que déjà, est-ce qu'on les renvoie vraiment dans leur territoire ou dans des sas où ils se font pulvériser et exploser ou pas, parce qu'il y a ce genre aussi, excusez-moi, faut en parler, de crainte, hein, puisque ça joue quand même à faire des petits pains et à faire cuire des gens dans les fours, hein, voilà, bon. De fait, on peut se demander quand un mec il est pas intégré, qu'est-ce qu'on en fout, parce qu'un billet d'avion pour tout le monde ça coûte un peu cher, que ça prend des places dans les avions, et gna gna ni, et gna gna gna, et que donc ça fait chier pour se faire payer le billet au retour. Donc s'ils sont pas intégrés, déjà il faut voir les critères de sélection qui ont défini le mot intégré ou pas à une société, déjà de une, et de deux, est-ce qu'il y a un complot qui va faire en sorte que pile poil cette personne ne sera pas intégrée comme moi, hein, par exemple, dans ce putain de village ou ailleurs, en réalité, on te laisse de côté, hein, voilà, parce que aussi peut-être on faisait pas partie d'une population dont on avait la possibilité encore d'être passé, parce que la petite Maud Pietrifani, hein, elle se fait toujours baiser la gueule par d'anciennes connaissances du lycée. Aussi! Et pas que! Puisque j'étais au milieu d'un imbroglio de Seconde Guerre mondiale, hein, et de mafia. D'accord? Voilà. Donc, alors c'est Vienne où ça? Tiens, en France ou en Autriche-Hongrie? Ouais, c'est ça. Je pars en Autriche rencontrer Martin Sellner, vérifier si j'avais bien compris son concept de remigration. Ni Höcke ni Weidel n'étaient informés de cette réunion à Potsdam. Je pense qu'ils s'en moquent. Parce que ça arrive régulièrement que des responsables de l'AfD, des activistes et d'autres personnes se réunissent en privé. Nos groupes cibles pour la remigration sont des communautés parallèles, extra-européennes, d'origine afro-arabe, musulmane, parce qu'elles augmentent considérablement. La remigration telle qu'on la comprend généralement est un ensemble de mesures. Une réforme du droit d'asile, une politique des frontières ferme à l'échelle européenne, le refoulement aux frontières de l'Europe,
La création de camps de migrants en dehors de l'Europe. J'avais bien compris. Le rejet de la société multiculturelle et multiethnique n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est qu'il convainc aujourd'hui un électeur allemand sur 5 et 1 sur 3 dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. La première victoire électorale de la tendance der Flügel a eu lieu à Sonnenberg, dans les petites montagnes au cœur de Thuringe. Une victoire que la crise migratoire n'explique pas à elle seule. Et si vous vouliez faire comme à Turin et vous l'avez appelé Thuringe, ça va pas, hein. Enlevez le G. Hein. Voilà, vous Tourino, ce que vous voulez, mais pas Thuringe. Qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau de leurs idées, c'est bien sûr la politique migratoire qui m'a incité à m'engager en politique. Je commencerai par la remigration. Cela représente essentiellement ce que l'AfD et la Young Alternative demandent depuis des années. Comme l'Allemagne est l'un des pays, voire le pays, offrant le meilleur système social à une personne demandant l'asile ou un réfugié, elle est comme un aimant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des gens qui peuvent financer, effectivement, des gens d'Afrique ou d'ailleurs à partir, hein, pour faire chier tout le monde et pour... c'est-à-dire, tu as des ennemis du système, hein, qui sont en exil et puis qui vont aller alimenter et nourrir des réseaux de passeurs pour que, au lieu que ce soit vraiment les immigrés qui paient, c'est-à-dire on te finance à partir et après tu te démerdes de nous rembourser, il n'y a pas un problème. Eh, c'est easy ça aussi à faire, hein, faut le dire. Et que eux, ils veulent déstabiliser le système politique aussi. Non mais... Voilà, et que donc tu mets une Merkel au milieu qui dit ouais, c'est bon, venez, parce que finalement, nous, l'Europe, on a bien envie de la niquer et de s'enrichir sur sa gueule. Voilà, parce que c'est elle aussi qui est d'accord et qui est un peu le cheval de Troie. Le cheval de Troie des États-Unis, quand même, faut le dire, ça a été Merkel qui a joué le meilleur rôle. Hein. Voilà, ça j'en avais déjà parlé dans un de mes posts. C'est le cheval de Troie, parce que déjà que ça a voulu laver son histoire de nazisme envers les juifs, notamment, mais enfin pas que, hein, parce que les gitans, les homosexuels et autres ont pris quand même cher, hein, les Italiens aussi. Donc, il faut quand même dire que en voulant laver sa réputation de nazi, en échange pour être financé peut-être par des peut-être lobbies américains, hein, parlons-en, ont utilisé l'Allemagne comme cheval de Troie pour niquer l'Europe parce que déjà qu'on avait la Russie qui faisait bloc et que ça nous a fait chier avec la guerre froide, on n'avait pas envie d'un espèce de quatrième entité en plus de la Chine aussi qui fasse chier son monde, hein, voilà. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ben, je viens de vous le dire. Voilà. Personnellement, je ne connais aucun nazi ou extrémiste de droite radicale dans notre parti. Si c'était le cas, je ne serais pas membre de ce parti. Je vous le dis honnêtement. Nous sommes tous issus de la classe moyenne. Nous avons tous grandi ici. Et nous sommes tous attachés à notre patrie. C'est pour ça que je n'ai pas peur du service de renseignement ou de qui que ce soit d'autre. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes des gens normaux. Nous sommes des gens normaux qui se battent pour leur patrie et leur pays. Voilà. Des gens si normaux et qui soutiennent un projet de déportation sur des bases ethniques et culturelles. Mais pas de déportation! Si on les ramène bien dans leur pays, la con de vos races! C'est trop fort, ça, oh! Quand il y a un mot qui est utilisé, déporter, ça veut dire on te déporte du convoi dans lequel de l'objectif du convoi pour lequel t'étais monté. C'est-à-dire vous montez dans le bateau, on va aller là-bas, ok, pas de problème. Ah non, on se déporte, on va aller ailleurs finalement. Et alors là, t'es niqué, hein. Je peux te le dire, hein. Nous, ça nous est arrivé quand on était dans les boat people, là, que je sais plus quoi, les Chinois, hein. C'est-à-dire, on prend le bateau, on vient, voilà, et que bon, finalement, on a été, je crois, arrêté à un endroit pas si loin que ça. On nous a tués en nous disant, eh oh, vous croyez pas qu'on va vous payer la traversée en bateau? Vous allez crever, puis on va vous donner rendez-vous plus loin. C'est ça l'histoire. Donc, j'en ai rien à foutre. Hein? Vous vous démerdez, mais les gens, ils retrouvent leur chez eux, quoi. Avec une identité. Leur identité, si possible, ça serait pas mal.
Parce qu'il y en a marre aussi de se faire crever sous prétexte que je sais pas quoi, hein, que Raoul Tesson était libre. Non mais c'est vrai ou pas? Et médiatique efficace, interdisant depuis 1992 la présence, en direct sur les plateaux TV, de l'extrême droite dans les médias publics. Conséquence, le Front National belge s'est autodissous à 1% de l'électorat. Cette réussite belge francophone pourrait servir d'inspiration. Ce n'est pas le cas. À l'inverse même, dans la partie flamande de la Belgique, l'extrême droite nationaliste, incarnée par le Vlaams-Blok, devenu Vlaams-Belang, tutoie les sommets électoraux. Kun je zien wat dat er in de late toestand is? Dat is dat 100% bijna. Zware bestrijding van de drughandel en de drughandelaar. Terugkeer van de vreemdeling naar eigen land. Meneer, je komt iets afgeven van het Frans Blok. Jij kent het Frans Blok? Dat is goed. Nummer 2 de zondag. Bedankt. Voilà, bon, ça c'était, vous voyez, des opérations comme ça qui redonnaient un petit peu du baume au cœur, hein. Bon, je fais pause parce que j'ai besoin de faire une pause là. Voilà, les illégaux et les criminels. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le protocole de légal pour entrer, hein, en réalité. Donc aussi, t'as des gens immigrés qui expliquent, nous on connaît un peu la mentalité chez nous, et on dit si vous acceptez les criminels et si vous acceptez les gens qui ont fait des parcours illégaux, c'est votre système qui va pas bien, qui a mis soi-disant en place des protocoles qui ne le suivent pas. Qui ne le suivent pas. Voilà, c'est tout. Hein, y a plein de gens immigrés qui ont critiqué le système français en disant mais pourquoi vous regardez les criminels? Nous on les punit chez nous, pourquoi vous les punissez pas ici? Alors? Eh oh, le nombre de fois où les mecs ils font comment on appelle ça? Une fois, 2 fois, 3 fois, il fait la même connerie, il est toujours pas arrêté. C'est pas qu'il y a une défaillance du système, c'est que c'est le système qui veut que le système soit défaillant. Vous voyez? C'est quand même pas pareil. Donc je vais faire une pause.